Il y a eu des choses pas belles là-dedans, dans ce camp. Ils crevaient la faim. Mais terrible, froid, tout, pas de chauffeur. C'était terrible, madame. J'ai une sœur, elle a perdu un petit gars de faim. Il est mort de faim dans ses bras. Mon père, moi je sais, comme il passait ici, il n'a jamais voulu s'arrêter à Montreuil-Bellay. Hein. Voilà, il voulait pas éviter de passer par cette route-là. Vous voyez, cette route devant, là, il savait où il était le camp, parce que bien sûr, il y a resté 18 mois. Mais il voulait toujours pas passer devant. On ne pouvait pas supporter ces horreurs-là qu'on a eues. Alors, vous voyez, on a toujours ces marques, on est toujours marqué par ça. C'était il y a 70 ans, mais chez les gens du voyage, la blessure est toujours là, lancinante, jamais refermée. Comment le pourrait-elle quand pendant des mois, voire des années, des pères, des mères, des grands-parents, des frères ou des sœurs ont vécu le drame des camps? C'est un des rares bâtiments en dur, parce que les logements en fait, des internés, c'était des bâtiments en bois. C'était des bâtiments. Tu vois là où il y a les escaliers qui étaient surélevés. Des hommes et des femmes enfermés dans des camps en France, au seul prétexte qu'ils étaient libres et différents. C'était les horreurs de la guerre, diront certains. Mais à y regarder de plus près, la bataille contre les gens du voyage avait déjà commencé bien avant. Depuis 1895, les autorités françaises recensent les nomades, les bohémiens, les vagabonds. Dans une France devenue nationaliste après la défaite de 1870, il ne fait pas bon être étranger ou circuler à sa guise. À l'époque déjà, le préfet de police de Paris écrit « Les uns que l'on serait en droit de qualifier de vagabonds par état fuient le travail et cherchent dans la vie nomade une carrière pour leurs mauvais instincts. Les autres, au contraire, ne se sont abandonnés au vagabondage qu'à la suite de maladies, d'infirmités les rendant impropres au travail ou encore au chômage d'industrie. Leur oisiveté constitue un obstacle majeur à la création d'une force de travail régulière indispensable à l'accumulation capitalistique et à la discipline industrielle. » Avant la Première Guerre mondiale, les fameuses brigades du Tigre de Clémenceau sont chargées de contrôler ce qu'on appelle les nomades et de les ficher. Puis en 1912, une loi les oblige à posséder un carnet anthropométrique, loi qui restera en vigueur jusqu'en 1969. Ce carnet individuel anthropométrique d'identité est obligatoire pour les familles qui veulent circuler dès l'âge de 13 ans. Ce type de fiches, ce sont des fiches qui étaient établies à l'égard des criminels. Donc on va mensurer le visage, les parties du visage, les oreilles, le diamètre bizygomatique, un nom barbare, c'est-à-dire la largeur du visage, les couleurs des yeux, et aussi bien sûr les empreintes digitales des deux mains. Les gens du voyage doivent faire signer et tamponner leur carnet dès qu'ils arrivent dans une commune. Un fichage qui, dès le début de la guerre, aura toute son utilité pour les autorités. En septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. En avril 1940, un décret-loi interdit aux nomades de circuler sur tout le territoire. 6 mois plus tard, dans la France occupée, une ordonnance allemande exige des autorités françaises qu'elles internent les nomades dans des camps placés sous contrôle français. Dans l'Ouest, plusieurs petits camps improvisés voient ainsi le jour. L'un d'entre eux est situé à Corrèze, dans le Finistère. Ce bâtiment, avant-guerre, c'était un patronage paroissial. Un beau jour, pendant la guerre, il a été réquisitionné donc, pour recevoir les nomades. Le séjour de ces nomades a été tellement bref, de 8 à 15 jours peut-être. Ils sont partis ailleurs ensuite, si bien qu'on ne sait pas trop combien ils étaient. Il semble que l'intérieur était quand même assez bien garni. Et il y avait aussi quelques roulottes dans la cour qui étaient tapissées également. La cour était ceinturée de barbelés et il y avait une petite construction pour les gardiens à l'entrée du domaine. Dès la fin 1940, les petits camps sont fermés et les voyageurs regroupés dans des camps plus importants, comme celui de Moidon-la-Rivière en Loire-Inférieure, l'actuelle Loire-Atlantique. C'est le cas de la famille de Violette Schmitt, interpellée en 1941 par des gendarmes français.
À l'époque, le rapport de gendarmerie précise. Ce nomade vivait avec sa femme et son fils. Il avait une jument qui a été mise en fourrière chez un marchand de chevaux par le soin du maire. Il avait un chien noir qui, en raison de son état sauvage, n'a pu être pris. Monsieur le maire fera le nécessaire auprès des autorités allemandes pour que cet animal soit abattu dans le plus bref délai. La voiture à 4 roues a été laissée sur le terrain, soi-disant achetée par Schmitt Antoine. Puis ils les ont pris, puis ils les ont emmenés à Moidon-la-Rivière, à côté de Châteaubriand. Bon, ben, ils ont resté un certain temps là-bas, puisque j'ai eu un neveu qui est venu au monde là-bas aussi. Voilà, ça y allait pas trop. Les enfants, c'était plus des enfants, il n'y avait pas d'habits, on était traités comme des chiens, quoi. Moidon-la-Rivière, le site d'une ancienne forge. Les premiers internés arrivent ici dès le 11 novembre 1940. Quand les gens du voyage sont arrivés, il n'y avait pas d'aménagement de fait. Et donc les bâtiments étaient sans toit, sans fenêtres et tout était ouvert au vent. Sachant que l'internement s'est fait durant les hivers, donc en plein hiver, ils étaient à subir le froid de l'internement. Avait seulement été fait d'ailleurs comme aménagement à l'arrivée des gens du voyage, la mise en place de 2 lavabos qui se retrouvaient dans l'angle là, et la mise en place aussi d'une barricade qui encerclait l'intégralité du camp, à l'exception de la maison des gendarmes, qui elle se trouve donc par derrière le camp et qui est l'ancien manoir qui était la propriété du chef de la société de charbon. Le camp de Moidon ferme définitivement en mai 1942. Les 262 personnes qui y sont alors internées sont transférées vers Mulsanne dans la Sarthe, puis Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire, le plus grand camp d'internement de l'Ouest. Violette va vivre ici les toutes premières années de sa vie, des années difficiles. Tous les gosses, ils mouraient comme des mouches. Il n'y avait pas de l'hygiène, il n'y avait rien du tout. Moi-même, j'ai été brûlée dans les camps. Il y a une dame, la chef de... le monsieur, c'était un gendarme, le chef Perret. Eh bien, sa femme, il voulait m'adopter, il me voulait par force. Ma mère ne voulait pas me donner à cette dame-là. Ben, elle a fait tomber une bassine d'eau qui était dans le milieu de la salle, et puis elle m'a brûlé tout l'estomac, là, et mon bras. Regardez. Vous voyez, on a bien les cicatrices, hein. De colère, en fait. Oui, de colère que ma mère, elle n'a pas voulu me donner à cette dame-là. Alors ma mère, elle s'est battue avec cette dame-là. Puis ma mère, elle a fait 3 mois de Niouf dans les mitards. Le mitard, le Niouf, le cachot. Une ancienne cave où vont se succéder des dizaines d'internés. Là, c'est assez facile, c'est la famille. C'était savoir que ça La vient famille de l'époque. Duville, hein. Duville, hein, ça, c'était. Renard. Il n'y a pas de mots. Hein. C'est très difficile de trouver des mots parce que c'est mettre des êtres humains là, on n'y mettrait pas des rats, hein, certainement. Mes parents et grands-parents étaient des nomades qui voyageaient en France, qui allaient de ville en ville. Et juste dans les années 41, ils se sont trouvés sur Le Mans, une petite commune qui s'appelle Saint-Pavas. Oui. Ils ont stationné sur cette commune et le maire, ils sont tombés sur un maire qui était hyper récalcitrant, c'est-à-dire hyper raciste par rapport aux gens du voyage. Il a fait faire une pétition par tous les habitants de la commune, comme quoi c'était des gens dangereux. Et donc, ils ont demandé au préfet de les interner. Il s'agit d'une famille de l'âge vivant en roulotte à Saint-Pavas qui ravage tous les jardins à proximité. Nous nous permettons d'alléguer ces faits du fait qu'avant leur séjour à cet endroit, aucun vol n'était commis. Alors, il y a mon père qui, lui, savait évader, il a été repris, il s'est fait dans ce cachot-là, il me l'a expliqué maintes et maintes fois, il a resté 1 mois, juste en leur lui donnant juste de l'eau à boire, quoi, tout simplement. Voilà. Pourquoi tu nous enfermes comme des chiens? Pour débarrasser la France de sa vermine. Ils ne savent pas pourquoi ils sont internés, ils ne savent pas quand ils seront libérés, ils ne savent rien du tout, et ils voient tout le monde passer sur les routes, parce que le camp est construit entre une route nationale et une voie ferrée. Tout le monde circule, sauf eux, qui d'habitude circulent. Mais là, ils sont fixés. J'attendais des fois le dimanche parce qu'il y avait la population qui descendait de Montreuil-Bellay et leur donnait à manger à travers les grillages. Oui. Tout ce que les gens n'avaient pas mangé, ils donnaient quand même... Comme on fait, nous, en ce moment, pour amener des chiens dans un chenil, par exemple. Il y a quelques années, il y a un monsieur qui était venu serrer la main à mon père. A dit, je ne sais pas si on se connaît, mais il dit, j'étais gamin, vous tuez des gamin, je vous jetais des bouts de pain. Ça y est pas plu, mon père. Ça y est pas plu quand même.
Et j'ai mon grand-père qui lui a fait la guerre de 14-18, il a perdu une jambe pendant la guerre de 14-18 et comme remerciement en tant que Français, ils l'ont interné 18 mois dans ce camp avec sa femme et ses enfants. Eh ben voilà. Quelques religieuses et des prêtres, comme le père Jolec à Montreuil-Bellay, apporteront un peu d'humanité à ces camps, placés pourtant sous contrôle français durant toute la guerre. Ils seront bien les seuls. Le camp de Montreuil ferme ses portes en janvier 1945, mais pour les gens du voyage, le calvaire continue près d'1 an et demi. Ils ont été transférés à Jargeau. Et Jargeau, le projet, c'était de les envoyer dans les camps d'extermination directement. Et heureusement que la guerre s'est terminée à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils aient été libérés immédiatement. Alors, ça a duré jusqu'en 1946. On ne comprend pas pourquoi De Gaulle les a laissés dans les camps en 1945 et 1946. On ne comprend pas. Volonté de se débarrasser d'une population errante qui dérange, désir de sédentariser des gens au mode de vie particulier, on ne le saura véritablement jamais. Mais les conditions pour la sortie des camps ont été clairement établies. La condition pour être libéré des camps, c'était d'avoir un point fixe, d'avoir une adresse fixe et d'arrêter de voyager. On a profité de la guerre pour se débarrasser d'eux. Moi, je vois ça comme ça. Parce que la raison officielle, c'était l'espionnage. Mais j'ai trouvé un texte des archives de Quimper. Le préfet écrit « N'arrêtez que les nomades de type Romani ». Donc la mesure raciale, elle est définie, elle est écrite. Les voyageurs français déportés vers les camps de la mort allemands ont été beaucoup moins nombreux que les tziganes d'Europe de l'Est, où dans certains pays, les nazis ont décimé jusqu'à 90% de la communauté. Faut-il pour autant oublier un passé dont la France n'a jamais été très fière et qu'aujourd'hui encore elle a du mal à reconnaître? Même chez les gens du voyage, on est partagé. C'est le cœur qui va parler maintenant. Hein. Mon père est pleuré quand même, lui. Et ça fait 3 ans, je viens qu'il n'est plus là. Et jamais je suis rentré là. Il me disait, c'est terrible, faut pas rentrer mon petit là-dedans. Il y a des vilaines choses. Je peux pas te le dire ce qu'il y a eu. Et je le dis, hein, je regrette d'être venu aujourd'hui. Hein. Ça me machine, Milo. Non, mais il faut... non. Je sais que ça me machine, il y a des souvenirs. Mais ça permet de prendre conscience aux jeunes qui savent que ça existait. Il ne faut pas que ce soit oublié. Nous, on n'a pas le droit de rien du tout. Alors il faut qu'ils nous donnent nos droits. Comme ils nous ont pris, ils ont su nous prendre. Mais nos droits, on les veut. On veut avoir ce qu'on a perdu. Et ce qu'on veut aussi, surtout, c'est une reconnaissance de l'État français, comme quoi il y a eu les camps d'internement aux gens du voyage en France. Quoi. Donc ça, on attend toujours cette reconnaissance. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas officielle. On en parle, mais elle n'est pas toujours officielle. Quoi. Et l'Allemagne, elle l'a reconnue. Vous voyez, à Berlin, il y a eu un monument qui a été fait l'année dernière, qui a été mis justement pour le camp d'internement de Tziganes qui est en Allemagne. Ici ou là, des stèles encore trop rares rappellent le sort d'un peuple pour qui, 70 ans après la guerre, rien n'a vraiment changé. Les gens du voyage restent toujours les mal-aimés de la société. Ils doivent toujours faire signer un carnet de circulation et n'ont pas le droit de stationner où ils le souhaitent, comme on dit en manouche. Au barodrome, la route est encore longue.